برادر كاري طالبان عقب هم ملكتان وأزملتي نجاه ما بملتي خود صد اطمینان و یقین داریم که همیشه قربانی دادن در آینده هم به چنین قربانی با سر و مال تیار میشیم. شما انشالله تیار هستین؟ C'est de Peshawar au Pakistan, cité frontière avec l'Afghanistan, que nous allons tenter de rejoindre Kaboul, la capitale afghane, capitale de tous les interdits. Ici, à Peshawar, se sont multipliées les grandes écoles coraniques. Elles enseignent un islam pur et dur que pratiquent les nouveaux maîtres des trois quarts de l'Afghanistan, les talibans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans les faubourgs de Peshawar, la mosquée et l'école coranique d'Akania. Pour l'instant, on n'a pas d'autorisation. Et comme le mollah n'est pas là, alors c'est dans cette mosquée qu'ont été formés la plupart des grands chefs de guerre talibans. Ah ouais Il y a eu une sorte d'inscription ce matin. Et ce que j'aimerais, c'est trouver un de ces jeunes, tu vois, essayer de le faire parler. Dans ces classes, en marge des matières scolaires classiques, est dispensée l'éducation religieuse la plus rigoriste qui soit. Ici, apprendre le Coran par cœur réclame 3 à 4 années d'études. La rigueur, les punitions, le mode de vie austère feront de ces élèves des serviteurs d'Allah et du djihad. That's prayer. First class. Prayer. Et? Est-ce que tu parles anglais? No. Non? You don't speak English? C'est un taleb. Ah, c'est un taleb. Small taleb. Il est venu du Balouchistan pour étudier ici. Il s'appelle Ramatullah et il a 9 ans. Tu réponds bien. Tu fais attention à tout ce que tu dis. Parle fort, et à propos des talibans, tu dis bien qu'ils vont faire un vrai Afghanistan. Et surtout un vrai islam. Pourquoi veux-tu faire partie des talibans? Si je deviens taliban, je serai respecté. Avant de partir pour l'Afghanistan, j'ai rendez-vous avec Ramanullah Yousefzai, correspondant du grand journal pakistanais Les News. Il connaît bien le mouvement taliban et ses dirigeants. Je ne suis pas allé à Kaboul récemment, mais j'ai cru comprendre que les talibans étaient mécontents de la couverture médiatique et qu'ils prenaient en ce moment des dispositions pour contrôler la presse. Actuellement, les talibans estiment que le monde entier est contre eux. Et donc que les journalistes sont aussi contre eux, spécialement les médias occidentaux qui sont très critiques à propos de leurs actes. Je voudrais envoyer un message à Kaboul. Impossible pour l'instant de rentrer dans Kaboul. Nous décidons d'aller au nord de l'Afghanistan qui résiste encore aux talibans. Seuls moyens aériens, les avions de l'ONU et de la Croix-Rouge. Serait-il possible d'aller en premier à Mazar par l'avion de la Croix-Rouge 121? Direction Mazar, la grande cité du Nord. Dans 2 heures, nous serons en Afghanistan. Dès l'aéroport, c'est la rencontre avec l'Asie centrale et sa bureaucratie post-soviétique. Job, journalist. Françaoui.
Objectif militaire des talibans, Mazar vit aujourd'hui en sursis. Malgré la résistance du seigneur de guerre local, le général Dostum, les talibans gagnent du terrain. Miroir de la société traditionnelle islamiste, Mazar offre en attendant les signes extérieurs d'une ville moderne et occidentalisée. Au rythme de la musique indienne, le commerce des photos de femmes à moitié dénudées y est prospère et la vente de l'alcool au marché noir n'y est pas prohibée. La ville s'articule autour du sanctuaire d'Ali. Le vendredi est jour de prière. Ils utilisent seulement le nom de l'islam pour imposer leurs lois. Ils ont pris l'islam comme un voile et derrière, ils inventent des lois. Mais au fur et à mesure, ils vont finir par se dévoiler et l'on saura alors un peu plus tard qui ils sont vraiment. Je peux lui poser une question à lui, à Ahmed? Oui, non? Non. À Mazar, jouer est encore autorisé. Comme tous les vendredis après-midi, la foule est là pour le bouskashi. Dans ce pays ponctué de coups d'État, d'invasions, d'intrigues, d'alliances et de trahisons, le bouskashi traduit une vraie culture, celle de la violence. Une seule règle, empêcher à tout prix l'autre de gagner. Le bouskashi, c'est un jeu au-delà de la guerre. Lorsque l'on met les habits et les bottes de bouskashi avant de se lancer, on a comme un pressentiment de la mort en face. À tout moment, on peut tomber, être piétiné. La mort est entre nos mains. On a des porte-bonheur attachés autour de la taille pour nous protéger, mais si l'on tombe de notre cheval, c'est fini pour nous, on meurt. Quand on a besoin de ces chevaux sur le front, ils participent à n'importe quel combat. Ils transportent des munitions et même des armes lourdes que l'on met dans des sacs de chaque côté du cheval. Tandis que dans le reste de l'Afghanistan, la loi coranique a coupé le son et l'image, voire pendu les téléviseurs aux arbres, à Mazar, si la télévision n'est que la voix du régime, elle a au moins un seul mérite, celui de fonctionner encore. Est-ce que vous avez des amis journalistes à Télé Kaboul et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Actuellement, nous avons M. Korachi avec nous. Avant, il travaillait à Télé Kaboul, maintenant, c'est notre caméraman. J'ai d'autres amis qui nous ont rejoints à Mazar alors qu'ils étaient journalistes à la télévision ou à la radio de Kaboul. Maintenant, pour vous, Mazar, c'est la dernière étape. Si Mazar tombe, vous allez où? Jamais Mazar ne tombera aux mains des talibans. Je suis un caméraman, mais je suis prêt à laisser ma caméra pour prendre une arme et me battre contre les talibans. Parce que là-bas, avec le groupe, on va avoir France, téléphone France. Satellite, satellite. Satellite. L'ONU ne reconnaît pas pour l'instant les talibans, ils n'ont aucune représentation diplomatique. Ce sont donc les hommes de l'ancien régime, partisans du célèbre commandant Massoud, qui sont encore en place à l'ambassade d'Afghanistan à Paris. Nous les appelons via satellite. Ambassade d'Afghanistan à Paris? Allô? Daoud? Ah, bonjour Marie. Ça va? Vous êtes bien arrivé chez nous? Ça va bien? On a un programme assez court avant d'arriver à Kaboul. Donc on voudrait à la fois travailler ici et on voudrait travailler avec le commandant Massoud. Alors, est-ce que votre proposition d'hélicoptère tient toujours? Toujours, toujours. Je pense que je peux l'organiser très rapidement, sans être très prétentieux, éventuellement à partir de demain. D'accord. Écoutez. Et là, on peut rencontrer directement le commandant Massoud? Sans problème. Pour rejoindre la vallée du Panjshir, Ahmad Shah Massoud, renversé à l'automne dernier par les talibans, met à notre disposition ce vétuste Mi-8 de l'ancienne armée soviétique. Il sert habituellement au transport de troupes et d'armement. Oh putain! Oh, si c'est des explosifs, on est mal. Est-ce que ce sont des roquettes, des explosifs, des fusils, des mitraillettes? Non, non, ce sont des armes automatiques.
Ah, des armes automatiques. Bon, ambiance. Première étape, Taloqan, l'une des principales bases arrières de Massoud durant toutes ces années de guerre. Escale prévue, une demi-heure. Vous avez dit une demi-heure, ça fait 4 heures qu'on est cloqué ici, et si je m'énerve pas, on va pas pouvoir décoller parce qu'il va être trop tard. Du coup, comme je me suis énervée, ils ont déchargé les caisses de munitions de cet hélicoptère à l'hélicoptère qu'on doit prendre. Et là, ils sont en train de faire le plein. Donc j'espère, tu vois. Sur un aéroport militaire de fortune, le bras droit de Massoud nous accueille. Haroun Mir a fait toutes ses études en France. C'était compliqué pour arriver jusqu'à vous quand même. Ouais. Bon, j'espère que vous avez fait un bon voyage avec ces hélicoptères. Oui. Oui. Ça va. Par le passé, cette vallée du Panjshir a été occupée par les soviétiques à plusieurs reprises. Mais ils n'ont jamais pu y rester. Les batailles ont été violentes, comme le rappellent ces cimetières de tanks et de blindés. Ici, soviétiques et afghans confondus ont perdu près de 7000 hommes. Aujourd'hui, la vallée est toujours fermement tenue par les Moudjahidines. Dans la garnison d'Aktak, les jeunes soldats jouent au Palakmon, une sorte de jeu de fronde pour tromper leur attente. Tous sont volontaires et se préparent pour l'ouverture de nouveaux fronts dans quelques semaines. Ils sont 2000 dans cette caserne. Nous passons une partie de la nuit à discuter avec les anciens qui, 14 ans durant, ont lutté contre l'envahisseur étranger, mais aussi avec les plus jeunes qui ont déjà une longue expérience. La différence entre nous et les talibans, c'est que nous avons fait une guerre sainte durant 14 ans, comme nos ancêtres l'avaient fait avant nous contre les Anglais. Nous nous sommes battus pour ne pas être dominés et vivre sous drapeau étranger. Eux, ils ne sont apparus sur la scène que depuis 2 ans seulement, et ils revendiquent la charia. Nous avons fait la guerre sainte et nous avons perdu entre 1 et 1,5 million de martyrs durant cette djihad. Si on a pu résister contre les Russes, nous résisterons aussi contre les talibans. Il dessine. Ah, montrez. Ah, c'est votre fiancé? Non, il n'est pas. Est-ce que vous voulez lui voiler le visage aussi ou pas? Non, ici on n'est pas obligé de la voiler entièrement. Vous trouvez normal d'avoir 18 ans et de faire la guerre finalement depuis 5 ans? Est-ce que vous n'auriez pas envie, comme d'autres jeunes occidentaux, de vivre? Je souhaite que le calme revienne dans mon pays et surtout qu'il n'y ait plus d'ingérence étrangère. Et peut-être après, aurais-je une vie normale. Quelle est finalement la différence entre un jeune taliban et un jeune moudjahidine? Vous pratiquez la même religion? Les talibans se battent pour le dollar et le kaldor pakistanais. Mais nous nous battons pour notre cause. Nous allons tout faire pour revenir dans notre région, les chasser de Kaboul
et instaurer un nouveau gouvernement moudjahidine. D'accord, ok, merci. Chapeau. Tout le matin, au fond de la vallée, la prison de Borak. 700 talibans sont enfermés là depuis les derniers combats de novembre. Entassés dans des conditions précaires, ils semblent bien traités. On nous affirme même que la Croix-Rouge les visite de temps en temps. Devant la caméra, Haroun Mir fait un tri très précis entre Afghans et étrangers et aligne contre le mur une quarantaine de Pakistanais. C'est la preuve pour montrer que non seulement les Pakistanais ont formé, ont créé les talibans, mais ont apporté un soutien en hommes. Et on a capturé l'année dernière, vers le mois d'octobre-novembre, une quarantaine de Pakistanais sur la ligne de front, avec des armes à la main. Et ce sont des Pakistanais qui ont été envoyés par les services secrets pakistanais ISI, non pas seulement dans l'objectif de combattre le gouvernement afghan, mais aussi comme une étape pour passer vers l'Asie centrale. Nous nous enfonçons dans la vallée de Porindé pour rejoindre le quartier général du commandant Massoud. Au détour d'un virage, nous comprenons que nous sommes arrivés. C'est dans ces quelques baraquements qu'officie l'homme le plus célèbre d'Afghanistan. Le héros de la résistance anti-soviétique est une figure de légende pour nous occidentaux. Aujourd'hui allié à ses ennemis d'hier, entre autres le général Dostum, on s'attend à trouver le chef de guerre épuisé par presque 20 ans de combats ininterrompus. Plus actif que jamais, il est en pleine réorganisation militaire. Oui. Vous vous rappelez qu'on s'était vu il y a un an? Vous parlez toujours pas le français, mais vous le comprenez. Hein? Qui comprend bien quand il parle. Oui, je peux, comme l'année dernière, vous poser les questions en français et vous me répondez. Oui. Hein? Lorsque j'étais dans Kaboul, j'avais déclaré plusieurs fois et je redéclare que je ne tiens plus à tirer une seule balle de plus sur qui que ce soit. Et que je suis prêt à trouver une solution négociée au conflit. Mais lorsque nos adversaires refusent toute négociation, qu'ils ne cherchent qu'à faire parler leurs fusils, nous sommes contraints de leur rendre l'appareil. L'ingérence du Pakistan est tout à fait claire, claire comme le soleil. Tout le monde sait que les talibans ont été créés de toutes pièces par le Pakistan qui les a soutenus et encouragés. Concernant les États-Unis, les talibans sont les premiers à dire qu'ils sont aidés par les Américains et l'Arabie saoudite. Ce sont eux-mêmes qui le disent. Concernant mes forces, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques jours, dans le Panjshir, j'ai distribué une missive à mes hommes en leur disant que j'avais besoin de volontaires, en plus de mes effectifs, sans même parler de salaire, prêts à se sacrifier, prêts à se battre jusqu'au dernier souffle. Et actuellement, il y a tellement de jeunes gens qui se sont portés volontaires que l'on a presque du mal à les accueillir. C'est vrai que faire la guerre tout le temps, c'est épuisant. Dans le passé déjà, je n'avais pas envie de me battre. Mais comme le pays était envahi par les troupes étrangères, il fallait nous battre pour défendre notre patrie. Aujourd'hui, c'est pareil. Manifestement, vous comprenez tout ce que je vous dis. 60%. Vous comprenez 60%? Oui, à peu près. Et pourquoi vous ne voulez pas répondre en français? Ce serait tellement plus simple. Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas parlé français. C'est un peu difficile pour moi. Oui. Commandant, est-ce que je peux vous poser une dernière question? Ça fait 20 ans que vous faites la guerre. Ça suffit pas? En français, répondez-moi en français. Je sais que vous savez répondre. Dites-le moi en français. C'est un peu difficile pour moi. Mais si, quand même. Si c'est la question de la défense de notre patrie, donc je suis prêt à me battre jusqu'au dernier souffle. Merci. Merci. Salam alaikum. Salam, merci. Ok, merci.
Ok, thank you, bye bye. Je viens d'apprendre une nouvelle pas mal. Oui. Je viens d'apprendre une nouvelle pas mal. La dernière dépêche, ça date d'une demi-heure à Paris, là, qui est tombée sur l'AFP, c'est qu'il est interdit de photographier ou de filmer à Kaboul. C'est la nouvelle loi des talibans. Et ça fait la une de Libération ce matin. BBC aussi, ils ont annoncé ça. Interdit de prendre des photos de n'importe quel animal vivant. Même des animaux. Ben, vivants, ils ont dit ça. Ouais. Ça, c'est la nouvelle du jour, je peux te dire. Ah, c'est pas mal, oui. Je vois pas comment rentrer ces caméras à Kaboul. Tant qu'on pouvait rentrer dans Kaboul, là, il y avait encore une possibilité de témoignage. Ça sent l'essence là-dedans, on va être bien, Marina. Il faut aller vite. Décision est prise de se rendre aussitôt à Kaboul avant que l'application stricte de cette loi ne nous empêche définitivement de témoigner. Kaboul, arrivée incertaine au pays des interdits. Avant de descendre, une transformation s'impose. Ah, ça m'énerve. Se pose immédiatement le problème de l'image. Caché, volé, autorisé, le porte-parole de la Croix-Rouge à Kaboul, Jean-Luc Pallardini, ne nous laisse guère d'espoir. Il y avait une équipe de télévision de MBC qui était là il y a quelques jours. Vous pouvez encore tourner à cette époque? Non, ils n'ont pas pu tourner. On leur a refusé notamment de filmer à KRTC Hospital. Ça leur a été interdit. C'est une nouvelle loi qui est passée il y a 2 jours, qui a été diffusée sur la radio d'État, Radio Chariat, et qui stipule, qui est claire, qui est très claire. On peut plus filmer quoi que ce soit. Si je vais aller au centre orthopédique, je ne peux pas. Si je vais aller au zoo, je ne peux pas. Si je veux filmer les enfants, je ne peux pas. Pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est contraire à la loi islamique. Premier paradoxe, dans l'aéroport dévasté, à notre grand étonnement, aucun taliban, pas le moindre contrôle. À partir de maintenant, l'œil de la caméra saisira tout ce qu'il pourra, et en premier, ce qui est officiellement autorisé, les immeubles, ou plutôt ce qu'il en reste. 4 années d'un conflit civil ininterrompu entre les seigneurs de la guerre de l'ère post-communiste ont transformé Kaboul en un vaste champ de ruines. La capitale est détruite à 70%. Passage obligé, le ministère de l'Information et sa nouvelle liste d'impératifs. Hôtel imposé, voiture imposée, chauffeur imposé et traducteur imposé. Nous sommes sous contrôle, la caméra devient clandestine. Monsieur Khaled. Ah, ok. Il sera votre traducteur, c'est un traducteur expérimenté. Il a déjà travaillé avec de nombreux journalistes. Dans cette ville où l'on ne peut plus exercer librement le métier de journaliste, les autorités nous délivrent tout de même une carte de presse locale. Nous avons donc obligation d'aller faire des photos alors que toute représentation vivante est interdite. L'absurdité nous conduit chez un photographe qui lui-même n'a plus le droit d'exercer son métier. Avez-vous peur de parler avec nous? Est-ce dangereux? C'est dangereux. Oui. Je ne peux pas. Qui est notre traducteur? Khaled a 22 ans, dit qu'il est étudiant. Une chose est sûre, il n'est pas plus à l'aise que nous. C'est interdit de filmer. Et moi, je viens de vous laisser faire. Je vous en prie, si les talibans m'arrêtent, appelez pour moi ce numéro de téléphone. Bon, ok. Quel est le numéro? Est-ce que vous devez rendre compte de tout ce que nous faisons, des gens que nous rencontrons? Non, non. Il ne vous oblige pas à faire ça? Il y a quelques jours, la radio iranienne a annoncé que le ministère des Affaires étrangères avait appointé des espions comme traducteurs. Mais moi, je vous le dis, c'est faux. Croyez-moi, je peux vous dire que mon père n'est pas Taleb. Je ne suis pas Taleb. Mon père est médecin, nous avons une pharmacie à Kaboul. J'insiste, vous devez me croire.
Je vous crois, mais ce que je vais vous demander, Khaled, c'est lorsque nous allons dans la maison d'expatriés, pas des Afghans, des Français, des Anglais, ne venez pas avec nous, parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils ne peuvent pas parler facilement quand vous êtes là. Je suis désolée de vous demander cela. C'est comme vous voulez. AFP Kaboul. Terence White est une figure de la capitale afghane. Correspondant de l'agence France-Presse ici depuis 5 ans, grièvement blessé par une roquette, il est de retour après une longue convalescence. Une roquette a touché la maison. En fait, c'est la roquette qui est tombée sur la maison et tout ça, ce sont les souvenirs de tout ce qui est tombé chez moi jusqu'à présent. Et ça, ce sont des balles? Ce sont des balles, je peux vous en montrer, il y en a plein les murs. Peut-être la décoration est-elle un peu différente de celle des autres gens. Bien sûr, je n'ai plus de vitres aux fenêtres, elles ont été remplacées par des plastiques. Mes fenêtres ont été essoufflées plusieurs fois, alors j'ai arrêté de les réparer. Pourquoi êtes-vous revenu? Vous aimez tellement cet endroit? Je suis un drogué de la guerre. Un drogué de la guerre? Du moins, j'ai été décrit comme un drogué de la guerre, et c'est vrai, je suis fasciné par la guerre. Mais pourquoi êtes-vous fasciné par la guerre? Et vous, pourquoi aimez-vous un vin plus qu'un autre? Bon, quel est votre conseil? Comment travailler facilement à Kaboul? Vous êtes en Afghanistan. Vous ne devez pas montrer ouvertement aux talibans que vous êtes en train de violer leurs lois, en train de violer leurs règles. Officiellement, vous n'avez le droit de filmer que les ruines, donc la raison pour laquelle vous êtes là, c'est pour filmer les ruines. Lorsque votre caméra tourne et que des gens passent par hasard devant l'objectif, bien sûr, vous les filmez. À ce moment-là, vous braquez la caméra vers eux et vous commencez à leur poser des questions. Ce sera tout à fait naturel. Mais ce n'est pas dangereux. Bien sûr, c'est dangereux. Des journalistes ont été frappés, moi-même j'ai été frappé par les talibans. Cela arrive de temps en temps. Il faut donc que nous soyons prudents. Vous devez être prudent et discret. Avec les talibans de la rue, il n'y a aucun problème. Mais avec les mollahs... Le premier mollah que nous rencontrons s'appelle Abbas Tanekzai. Il est le vice-ministre des Affaires étrangères dans un pays déserté par la majorité des diplomates. En vue d'une reconnaissance par l'ONU, il a pour mission d'afficher un visage modéré. Ok, tout d'abord, je voudrais savoir si vous acceptez d'être filmé parce que j'ai entendu sur Radio Sharia qu'il était interdit de filmer. Je vous en prie, faites. Mais il y a une contradiction entre ce que vous avez dit sur Radio Sharia et le fait d'accepter une interview pour la télévision. Il n'y a aucun problème. Nous sommes ici au ministère des Affaires étrangères. C'est juste dans le but d'exprimer notre point de vue au monde entier que nous vous autorisons à filmer. Mais dans aucun autre ministère, ce n'est permis. Seulement dans votre ministère. Oui, c'est ça. Mais comment voulez-vous que nous travaillions si nous n'avons pas la permission de filmer les rues, les gens, de parler avec les gens, toutes ces restrictions? Non, non, non. Les bâtiments, les rues, les équipements, les ruines, tout ça, vous pouvez filmer. Ce sont seulement les êtres humains que vous ne pouvez pas filmer. Et si nous filmons les gens dans la rue? Je pense que vous allez affronter des problèmes parce que c'est interdit. Bon, ma première question est, vous êtes l'État islamique le plus fondamentaliste. Pourquoi? Vu la situation que nous connaissons actuellement en Afghanistan, nous espérons que les problèmes qui se posent seront résolus très prochainement. Supposez qu'on donne une information en Occident disant que les talibans ont fermé les écoles. Un homme normal en Occident pensera forcément qu'avant il y avait des écoles, des professeurs et que les talibans sont durs et qu'ils ont verrouillé des lois. Mais dans ce cas précis, ça n'est pas ça du tout. Il n'y a plus une école debout, il n'y a plus de professeurs, tous les professeurs sont partis du pays, il n'y a plus de matériel scolaire, il n'y a plus aucun moyen financier. Mais la plupart des professeurs d'université sont des femmes, 60% sont des femmes, et on leur interdit d'enseigner. Comment voulez-vous transmettre un programme éducatif sans les femmes? D'après les principes islamiques, il faut une ségrégation entre les hommes et les femmes. Je veux dire que les hommes et les femmes doivent recevoir une éducation, mais dans des endroits différents. Il doit y avoir des lieux séparés pour les hommes et les femmes.
Et même si les hommes et les femmes travaillent dans la société, il doit y avoir à l'avenir des organisations séparées, des départements séparés et des endroits séparés pour travailler. C'est en accord avec les lois islamiques. Deuxième jour à Kaboul. Nous décidons de nous faufiler entre les contradictions et la désorganisation des talibans pour filmer la ville et surtout ses habitants. À Kaboul, la sécurité est revenue, mais à cette paix-là s'est substituée une nouvelle guerre morale cette fois. Le drapeau blanc des étudiants en religion a fait du quotidien des Kaboulis un châtiment permanent. L'acharnement à appliquer les mesures punitives n'a d'égal que l'extrême fatigue de toute la population. Les seules femmes à s'imposer dans les rues sont les mendiantes, souvent veuves de guerre. Elles cachent leur misère sous leur burqa. Dans cette ville, le thermomètre peut descendre jusqu'à -20. Un Français, Frédéric Roussel, a eu l'idée d'exploiter d'anciens gisements de charbon. Son organisation Acted chauffe la capitale afghane. Après on s'en va, dès qu'on a fait l'interview, on est parti. C'est quand on veut. Bien alors, ça a l'air très actif là, pourquoi il y a beaucoup de distribution en ce moment? Oui tout à fait, c'est la fin de l'hiver, c'est la période de la césure. On a reçu aujourd'hui à peu près 1000 tonnes de charbon et on essaie de tout distribuer dans les 10-15 jours. C'est le moment le plus délicat de l'année. Banlieue est de Kaboul, quelques tickets de rationnement contre quelques kilos de charbon. On a sélectionné les quartiers sud de la ville, les quartiers où il y avait le plus grand combat pendant la 3 ans de guerre. Il n'y a plus d'électricité, toute l'infrastructure a été détruite et il y a là les populations les plus pauvres de la région. Alors on sélectionne à peu près dans chaque zone 30% des populations, les veuves, les orphelins, les déplacés les plus pauvres. D'un point de vue sécurité par rapport à avant, comment ça se passe? C'était la guerre, il y avait des groupes armés. Quand on est armé, on estime que si on a faim, on prend où on peut. Donc c'était très délicat. Ce que vous voulez dire, c'est que maintenant, la sécurité étant venue dans la ville, l'ordre règne. Les conditions de travail sont plus faciles? L'ordre règne. S'il vous plaît, arrêtez. Le temps est terminé. Désolé. Pourquoi faut-il arrêter? Parce que quelqu'un est arrivé et qu'il est interdit de filmer. On monte là. Surtout la caméra. Il y a un patron qui est arrivé là, des Taleb. Ah oui. On sait jamais, tu vas pendant 3 minutes, ils sont calmes et après ils s'énervent soudainement. Et là tu ne tiens plus rien. Dans cette ville qui manque de tout et où le salaire moyen d'un fonctionnaire ne dépasse pas 20 francs par mois, l'essentiel est de survivre. Malgré l'aide humanitaire comme ici, cette distribution financée par l'ONU, nombreux sont ceux qui ne se nourrissent plus que de pain et de thé, pas toujours sucré. Maintenant, nous avons une bonne vie, plus de combats. Depuis plus de 20 ans, il y avait ici des combats incessants. Il y avait des crimes, aucun respect. D'une montagne à l'autre, ils se tiraient dessus. Il y avait des morts tous les jours. Maintenant, c'est la paix. Plus de combats, plus rien. On est très heureux. Dégagez, poussez-vous. Allez les enfants. Et surtout, ne laissez personne d'autre entrer. Dans la ville, chacun a son histoire. Toutes se conjuguent avec la guerre. Dans cet immeuble vivent 3 familles qui, en octobre dernier, ont dû fuir les combats de la plaine du Chamali. Ce sont les premières femmes que nous rencontrons. Elles et leurs maris acceptent de se laisser filmer à visage découvert. Que voulez-vous que l'on fasse contre les talibans? On se fait battre et l'on ne peut rien dire. Ils nous tapent dessus, on ne peut rien faire, on n'a même pas de fusil. Nous sommes pauvres. De plus, nous sommes réfugiés chez quelqu'un. Nous sommes là et nous avons tout perdu, ils nous ont volé notre maison. Ils ont mis le feu à notre maison et tout est parti en fumée. Avant, c'était bien, mais les talibans ont enfermé les femmes à double tour. Avant, on pouvait travailler à la fois au foyer et à l'extérieur. Et si on les laisse faire, bientôt, nous n'aurons plus le droit de vivre. Moi, je suis un ancien officier
un officier de l'armée afghane. Et je ne suis pour personne dans cette histoire. Ni pour les communistes, ni pour le gouvernement de Rabbani, ni pour Massoud, ni pour Hekmatyar, ni pour les talibans. Je ne suis pour personne, je suis juste pour mon Dieu. Et je suis fidèle, je ne mens jamais, je dis la vérité. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers, 20 000, peut-être 100 000 personnes qui sont mortes à cause de tous ces combats. Attention, ne dis pas ça, car un taliban pourrait entendre. Laisse-les entendre, laisse-les, ne t'inquiète pas. À cause des guerres imposées et des luttes de pouvoir, tant d'hommes ont été martyrisés. Et maintenant, ils sont sous terre. Et des milliers d'enfants sont restés orphelins. Ils ont enlevé nos femmes. Ils ont planté des clous dans leur tête. Vous savez, j'ai perdu mes 3 fils. Je n'ai plus de force. À l'époque, pourtant, je n'ai même pas versé de larmes. Parce que c'était des moudjahidines qui se battaient contre les Russes. C'était des martyrs et c'était un honneur pour moi. Mais aujourd'hui, je pleure pour la situation de tous ces enfants des rues qui ont perdu leurs parents et qui sont aujourd'hui des orphelins livrés à eux-mêmes et qui me désespèrent. Kaboul ne compte plus depuis longtemps ses enfants esseulés par tant d'années de guerre. Il y a un an, j'avais déjà visité cet orphelinat. Il n'avait pas plus d'argent, mais il était tenu par une centaine de femmes qui assuraient discipline et hygiène. Aujourd'hui, à Taïmashkan, excepté quelques vieillards, c'est la désorganisation la plus totale. Certains enfants ont même disparu. Quelques rares femmes courageuses se hasardent encore à nettoyer ce bâtiment à l'abandon. Ma rencontre avec le nouveau directeur, un jeune mollah censé aider les enfants à grandir, est un choc. Il m'apparaît comme le plus implacable. À propos des femmes, leur honneur et leur pudeur ne sont pas protégés à l'extérieur de la maison. Et notre prophète dit que l'on peut cacher cette pudeur des femmes seulement dans 2 endroits, chez son mari et dans sa tombe. Et à part ces 2 endroits, les femmes musulmanes ne peuvent pas circuler et se montrer librement. Depuis la prise de Kaboul en septembre dernier, les étudiants en religion de Défaites en Victoire ne cessent de progresser vers ce nord qu'ils convoitent tant. Sur la route qui nous emmène vers la ligne de front à l'entrée du Panchir, face aux troupes de Massoud, notre vieux minibus est réquisitionné par l'un de ces moines soldats qui repart au combat. Est-ce qu'il peut mettre son arme de l'autre côté parce que je n'aime pas ça? Pourquoi ne voulez-vous pas être filmé? L'islam interdit de filmer des êtres humains. Nous n'avons pas le droit non plus de prendre des photos, sinon, si cela arrive, nous perdrons le paradis pour l'enfer. Le jour de la résurrection, on me demandera pourquoi j'ai pris en photo une créature divine. Reproduire des êtres humains, c'est se substituer à Dieu, c'est un blasphème. Dans le monde entier, les musulmans sont torturés. C'est pour ça qu'ils veulent se battre. Les talibans veulent tout simplement instaurer un État islamique en Afghanistan. Ils veulent d'abord créer un centre en Afghanistan. Après, ils s'occuperont du reste du monde. Et si je ne veux pas accepter vos règles, vos lois, qu'est-ce que vous allez me faire? Elle sera châtiée. Au milieu de nulle part, ces combattants guettent le moindre signe de guerre venu des montagnes. Il pleut, bonjour. On entend des bruits de roquettes et d'explosions. Où est la ligne de front? Vous voyez la montagne là-bas? C'est la ligne de front.
Ici, vous êtes sur la ligne de front. Où sont les hommes de Massoud? Nos ennemis, les hommes de Massoud, sont juste là. Après le tournant. Ça, c'est un T-55. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, un T-62 en face. Lors des combats, les hommes de Massoud se sont enfuis. Ils ont tout abandonné derrière eux. Il y avait un mort ici, deux là-bas et 6 par là-bas. Ces soldats très jeunes sont représentatifs de la base, de ces paysans souvent analphabètes, enrôlés comme chair à canon dans les brigades du Coran. Ils n'ont aucune réserve vis-à-vis de notre caméra, au contraire, ils veulent presque trop en faire. Les propriétaires de la maison des Pancheri ont probablement suivi Massoud dans sa retraite. Elle est devenue l'abri de fortune de ces garçons qui n'agissent que sur ordre. Qui vous donne ces armes? Ce sont nos commandants qui nous fournissent nos armes. Sinon, après chaque combat, on les récupère sur les hommes de Massoud qui ont été tués. Si nos commandants foncent en avant, nous on les suit. Dès qu'ils nous donnent l'ordre de nous battre, peu importe le froid, la neige, on y va. Il ne faut jamais reculer. Tadjikistan, Tchétchénie, Russie. Une fois que l'Afghanistan sera libéré, nous nous en occuperons. Tais-toi, fais attention à ce que tu dis. Ne dis pas ça, sinon les étrangers vont nous couper leur aide. Sur le chemin du retour, en quelques minutes, la tempête nous surprend. Kaboul est encore loin et nous avons rendez-vous. Il est étudiant, il a 20 ans. Il veut nous parler en secret de cette guerre déclarée au plaisir avec son cortège d'interdits. Interdit pour les femmes de travailler ou d'étudier. Interdit pour les hommes de sortir sans barbe et sans turban. Interdit les jeux, le sport, les cerfs-volants pour les enfants. Interdit les rassemblements de plus de 5 personnes à l'exception des talibans. Interdit la musique, la radio, le cinéma, la télévision. Interdit le chant des oiseaux. L'islam est une religion très lumineuse. Les talibans n'agissent pas selon les règles du Coran. Ils n'agissent qu'en fonction des lois punitives du Coran. Ils ont jeté un voile noir sur Kaboul. Ils ont plongé la ville dans les ténèbres. Plusieurs femmes ont été punies par les talibans. Quelle sorte de punition? Elles ont été battues, flagellées. En fait, les gens de Kaboul sont obligés de rester. Ils n'ont nulle part où aller. Ils ne peuvent rien faire. Vous savez que l'on nous a désarmés. Et ici, on ne peut rien faire sans armes. Radio Sharia a annoncé que les journalistes ne pouvaient plus sortir leurs caméras d'Afghanistan vers la France ou les États-Unis, en fait vers nulle part. Ça veut dire que je ne peux pas sortir avec ma caméra. Ils me la prendront, ma caméra? Oui. Et mes films? Ne vous inquiétez pas pour cela, je vous aiderai. Mais cela s'adresse à nous, directement à nous. Non, c'est pareil pour tous les journalistes. Mais nous sommes la seule équipe de télé à Kaboul en ce moment, donc c'est pour nous qu'ils l'ont dit. La pression s'accentue, nous devons utiliser d'autres méthodes. L'œil de la caméra, il est où? Il est dans le bouton de la chemise. Elle est à l'intérieur du bouton. Et la définition d'image, elle est comment par rapport à l'habitat normal? Ça se voit, hein, elle est moins bonne. La charia est la loi canonique islamique. À Kaboul, elle a désormais sa radio, Radio Sharia, le cœur des interdits.
Interdiction même pour le moment d'y entrer. Un jeune homme nous accoste. Si vous viviez à Kaboul, vous vous enterreriez vous-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si vous viviez à Kaboul, vous vous suicideriez. Mais vous faites partie des talibans? Non, je ne suis pas taliban. Vous travaillez ici? Oui, je travaille ici, je suis speaker. Je lis les informations des talibans. Mais ça ne me plaît pas, cette situation. Croyez-moi. J'aime la télé, les films, la musique, les films américains, les films français, les films indiens. Et c'est interdit. Vous savez, ils interdisent tout. S'il faut, il rentre pas. On est d'accord, Derrière les grilles, les anciens studios de Radio-TV Kaboul. T'as compris pourquoi on pouvait plus diffuser? Chaque matin, Radio Sharia fixe les nouvelles mesures. Sans souci de programmation, un mollah répand la parole des fous de Dieu. On peut vous filmer? Non. Nous avons suspendu les programmes de télévision parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Ce n'est pas le moment d'écouter de la musique ou d'avoir des loisirs. Il faut diffuser à la radio des programmes où les gens apprennent quelque chose. C'est dans leur intérêt. Maintenant, en Afghanistan, les combats continuent. Il y a des tueries. Ce n'est plus le moment pour les chansons ou la musique. Si vous nous posez des questions là-dessus, j'estime que ces questions sont déplacées. Sur cette antenne, aucun appel au terrorisme, aucun discours anti-occidental. Seule leur interprétation de l'islam anime les mollahs. Cet homme, comme toute une population, subit de plein fouet cette conception de l'islam. Lui et sa femme, tous deux professeurs, vivent à présent dans ce quartier défavorisé. Ils traduisent l'amertume mais aussi la résignation des Kaboulis. C'est pas le droit de l'homme que le taliban qu'il a un peu sur le pied. Maintenant, c'est le gouvernement totalitaire. C'est ça. Celui que le taliban dit, il faut, en pratique, c'est comme ça. C'est très dur, parce qu'il n'y a pas du pain. Par exemple, seulement mon salaire, c'est pas beaucoup. Seulement, je peux acheter du pain. Seulement. Notre situation est plus dure que celle des femmes du Moyen-Âge. Non seulement on doit rester à la maison, porter le tchadri, mais on ne peut même plus circuler en liberté. Et même lorsque l'on prend le risque de sortir pour faire des courses, on ne doit parler à personne, même pas aux vendeurs. Si on achète quelque chose, nous n'avons pas le droit de lever notre voile pour voir ce que nous achetons. Nous n'avons plus aucun droit. Ils nous ont renvoyés vers le Moyen-Âge. Ce recul vers le passé est en grande partie orchestré par un ministre pas comme les autres, puisque son ministère est unique au monde, le ministère des vices et de la vertu. Philippe, vous êtes là-haut? Pour ce rendez-vous particulier à son domicile, nous utilisons 2 caméras, l'une officielle, l'autre cachée. Cette fois encore, nous posons la caméra tout en la laissant tourner. Asseyez-vous là. Où? Là. Mais c'est moi la journaliste. C'est elle la journaliste? Oui, mais c'est moi qui dois vous poser des questions. Vous ne voulez pas répondre à une femme? Ah. Mets-toi là. Est-ce que l'on peut vous filmer? Éloignez la caméra. Est-ce que l'on peut vous filmer? Non. Non? Retournez là, contre le mur.
Apportez-moi la caméra. Apporte-lui la caméra. Je veux voir si elle tourne. Est-ce que cela vous fait plaisir de faire régner une telle peur sur les gens? Je prends un exemple. Lorsqu'un médecin fait une piqûre à un enfant, c'est pour sa santé et pour son bien. Mais l'enfant n'a pas conscience que cette piqûre est pour son bien. Il a peur de quoi? Il a simplement peur de l'aiguille qui entre sous sa peau. C'est pour cela qu'il déteste le médecin et se met à pleurer. S'il savait que c'est pour son intérêt, il ne pleurerait pas. Eh bien, concernant notre peuple, c'est exactement pareil. Au début, cela fait mal, mais après quelques temps, on s'habitue. Le peuple va s'habituer à l'islam. Pourquoi est-ce que vous ne me regardez pas depuis le début de cette interview? En principe, je ne voulais pas du tout de cette interview avec toi. J'ai accepté parce que dans le monde, il y a des rumeurs disant que nous sommes contre les droits des femmes. Et ce n'est pas du tout vrai. C'est notre principe de charia qui ne m'autorise pas à regarder le visage d'une femme. C'est pour cela que je ne te regarde pas. C'est contraire à notre religion. Que Dieu vous accompagne là où vous allez. Non? Non? Vous ne voulez pas me serrer la main? Hein? Non. Pourquoi non? Non. Je n'ai rien contre toi. Je ne suis pas ton ennemi. C'est seulement parce que le fondement même de notre religion ne nous autorise pas. La présence de journalistes à Kaboul semble chaque jour de plus en plus indésirable. L'arbitraire peut tomber à tout moment. Il nous faut quitter le pays par la route afin d'éviter les fouilles de l'aéroport devenues trop risquées en moins d'une semaine. Après 8 heures de route, la frontière pakistanaise. Tu vois, Sébastien, ce qu'ils font dans les vidéos, ils les accrochent aux arbres. À la frontière, nous volons la dernière image du pays des interdits.